autour de ce sujet sur l'évaluation des soins non conventionnels, complémentaires, etc., qui, en tant que psychiatre, nous interroge particulièrement, puisque, en particulier en pédopsychiatrie, l'essentiel de notre thérapeutique relève de la psychothérapie, qui, par certains aspects, est un soin qui a des difficultés à s'évaluer, au même titre que l'ostéopathie, etc. Et alors qu'il y a des données, et nous observons que ces données ont du mal à convaincre les collègues, et d'ailleurs, vous le savez, les psychothérapies en libéral ne sont pas remboursées en France, alors que c'est l'outil principal que nous avons à proposer à nos patients, et que ça n'est pas remboursé en France, alors qu'on rembourse à peu près n'importe quoi. Donc c'est une question vraiment importante qui nous interpelle, hein. Alors ce que je vais vous dire en 20 minutes va être une déclinaison de ce que Joël Coste vous a présenté là. C'est que nous, statisticiens méthodologistes, on nous demande, mais alors, comment faut-il adapter alors le placebo, etc., quelles échelles, subjectives, objectives, etc. En fait, les questions ne sont pas là, hein, c'est bien ailleurs, et j'ai l'impression que tout le monde le sait, en fait, hein. Alors, moi je vous propose de réfléchir autour de 3 points. 1, la société, 2, le savant, 3, la clinique. Parce qu'en fait, les soucis viennent de quiproquos autour de tout ça. D'abord, l'évaluation des thérapeutiques, c'est avant tout un problème de société. Il y a la FDA, vous connaissez tous, hein, Food and Drug Administration, la première institution nationale à avoir opérationnalisé l'évaluation des soins, à partir du début du XXe siècle, a fait un travail historique sur sa propre activité. Et c'est sur leur site, on peut y accéder gratuitement. Et alors, la première chose qu'ils remarquent, c'est qu'en fait, l'évaluation des médicaments, historiquement, ça a toujours été la sécurité avant l'efficacité. Et ça, vous devez bien le sentir, c'est-à-dire que ce qui intéresse nos sociétés, nos concitoyens, c'est d'abord d'avoir des traitements sécures qui marchent, bon, c'est mieux, mais d'abord qu'ils ne fassent pas de mal. Et l'élixir de sulfanilamide, le thalidomide, etc., ont été des scandales de santé publique. Le Mediator a été un scandale de santé publique. Il n'y a pas tellement de scandales de santé publique autour de soins qui seraient donnés et qui ne seraient pas tellement efficaces. Et c'est la réalité, c'est comme ça. C'est une réalité sociale. Donc, la FDA a commencé dès le début du XXe siècle à vérifier la sécurité des produits de santé. Et ça n'est qu'en 1970, qu'elle a opérationnalisé l'évaluation de l'efficacité. Qu'est-ce qui faisait l'évaluation de l'efficacité jusque-là par la FDA? Le succès commercial. C'est marqué explicitement. En 1970, ils disent « Success commercial alone is not enough ». Et il y a plein de collègues qui finalement disent pourquoi pas, hein. Enfin, moi j'ai des collègues psychothérapeutes qui disent mais les patients ils continuent à venir me voir, ils payent, donc c'est que ça doit marcher, sinon ils ne viendraient pas. Bon, alors cet argument n'est pas fou, hein, mais d'abord il n'est pas scientifique naturellement, enfin après tout il n'y a pas que la science forcément, mais on sait bien que, vous le savez, les firmes pharmaceutiques dépensent autant en marketing qu'en recherche, et donc le marketing influe sur les prescriptions. Donc bien sûr c'était pas tenable, et donc il a fallu faire autre chose. Et là en 1970, la FDA s'est dit mais alors comment on fait pour évaluer l'efficacité des médicaments? Et là il y a vraiment eu une décision dont on ne réalise pas qu'elle est un peu folle. C'est que la FDA est une institution de santé publique qui vise à dire à la société si les médicaments marchent. Mais marchent, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'ils sont efficaces sur la vie des gens, qu'ils vont mieux, et puis que on en a pour son argent. Vous savez comment aujourd'hui c'est important que non seulement on sache que les soins marchent, mais qu'en plus que ces soins, on peut se les payer, et que la plus-value que l'on reçoit, elle est en balance avec l'argent qu'on paye. Eh bien, cette question n'a absolument pas été abordée quand la FDA a décidé sa méthodologie d'évaluation des soins. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les nouveaux soins, enfin les nouveaux médicaments qui arrivaient sur le marché, on pouvait se les payer. Il n'y en avait pas beaucoup, ils ne coûtaient pas si cher que ça, et on pouvait tous se payer. Et en France aussi, hein. Donc, toute la question santé publique, en fait, a été mise sur le côté. Et ils ont regardé comment faisaient les savants pour évaluer les médicaments. Ils faisaient des essais randomisés. On va voir pourquoi. Ils ont dit,
les essais randomisés, les savants font ça, ça doit être bien. En plus, l'essai randomisé a un avantage extraordinaire, c'est que c'est une méthodologie simplissime. On prend des patients, on tire au sort, on donne A, on donne B, on fait un test du Q2 ou un test T à la fin. Si P est plus petit que 5%, ça marche. Voilà. Et pourquoi il y avait besoin d'une méthodologie simplissime? Parce qu'il y a aussi un truc complètement fou, c'est que dans le domaine du médicament, et d'ailleurs dans le reste c'est pareil, ce sont les gens qui vont gagner de l'argent avec le soin qui évaluent leurs soins. On appelle ça un conflit d'intérêt assumé. C'est-à-dire il y a un conflit d'intérêt, mais il est socialement assumé. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pareil pour les soins non conventionnels. Vous pouvez vérifier, les psychanalystes évaluent la psychanalyse, les cognitivo-comportementalistes évaluent les TCC, les acupuncteurs évaluent l'acupuncture, etc. Il y a des exceptions. Le NIH a fait des études indépendantes, mais c'est extrêmement minoritaire. Donc, comment faire pour résister à ce conflit d'intérêts assumé? Il faut une méthodologie clear-cut, comme disent les Anglais, absolument incontestable, que l'on puisse interpréter facilement. Et l'essai randomisé, ça marche, ça fait ça. Et donc ça a été un succès méthodologique. La médecine marche mieux depuis qu'on fait des essais randomisés. C'est indéniable. Voilà. Alors, premier point, la société. Deuxième point, le savant. Puisque, en fait, la société s'est tournée vers le savant pour savoir comment faire pour évaluer les soins. Alors, le savant, c'est naturellement le savant occidental. Et c'est là qu'on commence à mettre les pieds dans ce qui nous intéresse ce matin. Le savant occidental, il a deux caractéristiques. Un, il est dualiste. Deux, il a une relation pathologique avec Claude Bernard. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment la réalité. Premier point, prenons du recul par rapport aux soins tels que les anthropologues peuvent les décrire. Si vous prenez du recul par rapport aux soins, en fait, d'abord le soin s'adresse à qui? À un malade. Quelle est la définition du malade? Celui qui émet une plainte et qui va voir la personne dans la société qui s'occupe des gens qui émettent une plainte. C'est ça, c'est Canguilhem, c'est la définition du malade en France. Donc vous sentez souffrant. Souffrant. Vous allez voir un professionnel qui est là pour s'occuper de vous et en fait ce professionnel vous accueille tel que vous êtes et va s'occuper de vous tel que vous êtes. Alors bien sûr, il va vous donner des herbes, des médicaments, mais il va aussi s'occuper de vous. On appelle ça le care, etc. Mais tout ça, vous voyez, je dis on appelle ça, mais en fait tout ça est mélangé de base. On s'occupe du sujet en souffrance. Et un sujet en souffrance, bien sûr qu'en général son corps, et d'ailleurs même toujours, même quand c'est psychologique, en fait c'est dans le cerveau, donc toujours son corps est en souffrance, mais c'est aussi un sujet pensant en souffrance. Et que les deux sont mélangés, et inextricables en fait. Sauf que pour notre pensée cartésienne, c'est insupportable que ça soit inextricable. Donc il a fallu le couper en deux. Et donc on a séparé le care du soin, du vrai soin, quoi. Je dis ça avec ironie, comme vous pouvez l'imaginer, puisque nous, en psychiatrie, nous sommes justement de l'autre côté. Donc il y a le care et il y a le reste. Alors, le reste, c'est quand même toujours aussi compliqué, parce que les savants se sont rendus compte que quand ils donnaient des substances, ça marchait, mais, comme l'a dit Joël Coste tout à l'heure, ça marche, mais parfois il se passe des choses bizarres, on donne des choses qui a priori ne marchent pas et pourtant les sujets vont mieux. Et c'est là qu'arrive Claude Bernard, qui, c'est la physiopathologie, c'est extraordinaire, c'est le début de la médecine qui marche en fait, donc respect. Et d'ailleurs l'impact de Claude Bernard est tel sur nos sociétés que nous avons des cardiologues, des hématologues, des dermatologues, enfin nous avons fondamentalement dans nos hôpitaux des médecines d'organes, des médecines de Claude Bernard. Ce n'est pas des médecines de sujets, c'est des médecines d'organes. D'ailleurs, quand on n'est pas spécialiste d'organes, à l'université, vous savez, on ne sait pas trop où on est. Les urgentistes, les médecins généralistes ont toujours eu du mal à trouver leur place. Donc, Claude Bernard, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut comprendre la cause des maladies et il faut comprendre après comment le médicament permet d'agir sur la cause de la maladie
Et il le dit textuellement dans l'introduction à la médecine expérimentale. Et il n'y a que comme ça que nous pourrons avoir accès à une pensée positive. Il n'y a que comme ça que la médecine pourra progresser. Donc le savant occidental est conditionné par ça. Et le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, dans l'immense majorité des cas, on ne sait pas vraiment pourquoi les gens sont malades et on ne sait pas vraiment pourquoi les médicaments marchent. Le paracétamol, on ne sait toujours pas vraiment comment ça marche. Alors il y a des exceptions, les anti-TNF-alpha, les médecines ciblées, etc. Et je sais bien, il y a des médicaments intelligents qui narcissisent les médecins parce qu'ils ont l'impression de comprendre ce qu'ils font quand ils donnent leurs médicaments. Mais en fait, c'est pas la majorité des cas. Dans l'immense majorité des cas, on donne des médicaments et on le sait très bien. Et on ne sait pas pourquoi le médicament marche ou ne marche pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le savant s'est trouvé impuissant. Non seulement Claude Bernard lui disait textuellement que la statistique ne sert à rien pour évaluer les thérapeutiques, c'est marqué exactement comme ça dans l'introduction à la médecine expérimentale. La statistique ne sert à rien et ne servira jamais à rien. Et donc, mais le savant pragmatique s'est dit, ben oui, mais c'est pas possible parce que moi je n'arrive pas à faire du Claude Bernard avec toutes mes maladies. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est rendu compte qu'en fait, quand il en ressort, tout ce qu'il ne comprenait pas était noyé dans une variable aléatoire et que à la fin, on pouvait discriminer deux groupes et qu'on avait quelque part une réponse à sa question, surtout quand dans le bras contrôle, on avait un placebo. Voilà. En fait, il y a une alternative statistique à Claude Bernard qui est presque Claude Bernard compatible, sauf que j'en arrive à la dernière partie qui est la clinique, sauf qu'on ne parle pas du même sujet. Et ça, c'est fondamental. Et la question du sujet a aussi à voir en médecine complémentaire, non conventionnelle, etc. Alors, donc, j'ai parlé de la société qui a organisé de façon un peu bizarre l'évaluation des thérapeutiques. Le savant qui a organisé aussi l'évaluation des thérapeutiques, mais en obéissant à une logique philosophique et méthodologique très particulière. Et puis, il y a un corrélat de ça, qui est le médecin dans sa pratique est confronté à des injonctions paradoxales, et ça de façon multiple. Pourquoi? C'est que quand vous êtes médecin, je vous l'ai dit tout à l'heure, en face de vous arrive quelqu'un qui émet une plainte, c'est un sujet pensant, il a mal quelque part, tout ça est mélangé, vous discutez avec lui, vous êtes en empathie avec lui, vous partagez un peu sa souffrance, pas trop parce que sinon on ne peut pas tenir une journée, et puis vous, à partir d'un interrogatoire sur lui, de ses symptômes, de sa trajectoire de vie, etc., vous allez lui prescrire un traitement à propos duquel vous espérez qu'il va aller mieux, Donc ça c'est ce qu'il fait. On peut parler du patient comme sujet de la rencontre. C'est un patient qui est venu rencontrer un médecin et ensemble, ils doivent faire que le patient va mieux. Donc ben, voilà, on a l'impression que c'est tout. Mais pour m'occuper d'une unité INSERM, est-ce que le sujet de recherche à l'INSERM, c'est ce sujet-là de la rencontre? Non, jamais. Le sujet de la recherche à l'INSERM, c'est le sujet de Claude Bernard, c'est le sujet de la biologie. C'est qu'il y a effectivement un autre sujet, que l'on apprend d'ailleurs beaucoup à la faculté de médecine, hein, c'est comme ça qu'on forme nos étudiants. L'immense majorité des cours en faculté de médecine, en premier et second cycle, ne sont pas des cours de psychologie médicale, ce sont des cours de biologie. Plus de 50% des cours dans les facultés de médecine relèvent en fait de la biologie. C'est-à-dire que le sujet malade est en fait un corps malade dans notre médecine occidentale. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, parce que d'avoir fait ça, ça marche. D'avoir fait ça, on guérit le cancer du sein. Hein, et on guérit quasiment le HIV. Maintenant, on est quasiment à 2 doigts de guérir l'hépatite C. Donc chapeau. Je ne critique pas au sens que je dis que c'est mal, je critique au sens où je déconstruis tout ça. Donc, il y a le sujet de la faculté de médecine, qui est un sujet biologique, avec des organes, avec de la physiopathologie, etc. etc. Et le médecin, quand il voit son patient, bien sûr, c'est le sujet de la rencontre, mais c'est aussi, il se dit, ah ben il a mal là, ça c'est la thyroïde, une exophthalmie avec une thermophobie, etc. C'est la thyroïde. Donc, il a, en même temps qu'il a le sujet de la rencontre qui souffre, il a les organes et le sujet biologique qui est en superposé. Et puis il y en a un troisième que l'on oublie, qui est le sujet de la statistique. C'est qu'il sait que qui vient de laisser randomiser, hein,
L'essai randomisé a une curiosité, c'est qu'il dit que le médicament A est meilleur que le médicament B ou que le placebo, mais c'est vrai sur un sujet moyen qui n'existe pas. C'est formellement exactement ça. Hein. Quand on montre que A est meilleur que B, c'est en moyenne. L'espérance de A est meilleure que l'espérance de B. C'est exactement ça. Or, l'espérance n'existe pas. Vous n'avez jamais un sujet moyen en face de vous, ça n'existe pas. Mais c'est efficace. Penser en termes de sujet moyen, c'est efficace, alors que ça n'existe pas. Et donc, le médecin est confronté en plus en face de lui à avoir un troisième sujet qui se superpose, qui est le sujet moyen de l'évidence-based medicine, c'est-à-dire... Monsieur Untel a 65 ans, il a un BMI à 34, il est diabétique de type 2, hypertendu, il faudrait qu'il fasse du sport, mais je sais très bien que si je lui demande d'en faire, ça ne va pas marcher, parce que les études disent que quand on demande aux gens de faire du sport, ils ne le font pas et que ça sert à... etc., etc., etc. Donc, vous avez dans la clinique une superposition, dans notre clinique à nous, une superposition de 3 sujets, et notre savoir s'organise autour de tout ça. La société, le savant, la clinique. Et bien entendu, quand arrivent les soins non conventionnels, eh bien, ils obéissent à des logiques philosophiques qui n'ont rien à voir. Et on essaie de les évaluer avec des méthodologies qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils sont à l'origine. Et j'en arrive à ma conclusion, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans mon laboratoire, Caroline Barry, Juliette Guéguen ont l'habitude d'évaluer ces soins. Et en ce moment, on s'intéresse à l'acupuncture. Et si j'ai bien compris ce qu'elles me disent, il y a plus de 1000 essais randomisés déjà effectués dans l'acupuncture, plus de 100 revues Cochrane. Et on en est encore à avoir des réunions comme ça, à se demander quelles sont les méthodologies qu'il faut faire pour les évaluer. C'est que ça ne marche pas, tout simplement. Hein. Quand vous essayez de faire 1000 fois quelque chose, que vous dépensez plein d'argent pour faire ces études-là, et qu'à la fin vous vous demandez, mais finalement comment faudrait-il faire pour arriver? Il faut quand même être honnête et s'interroger soi-même, mais peut-être que ce n'est pas la bonne façon de faire. Alors, pour conclure sur des choses positives, comment faudrait-il faire? Eh bien, moi je pense qu'il faut profiter de ça pour se rendre compte que, en plus, dans nos sociétés à nous, nous vivons un grand changement. Nous vivons le changement de la médecine personnalisée en cancérologie, qui fait que la statistique va avoir beaucoup de mal à trouver, à se réorganiser, parce que quand vous allez génotyper une tumeur, il va y avoir un patient, une tumeur, un traitement, et que là-dedans, et je vous promets que c'est un problème international, hein, comment les statisticiens vont-ils pouvoir gérer ça? C'est un vrai souci. Deuxième point, nous faisons des essais, il y a des essais de phase 3 hein, en ce moment, notamment dans les anticoagulants, qui peuvent coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros, un essai, une indication, un médicament. On n'investit pas la même quantité d'argent pour évaluer toutes les psychothérapies sur la planète. Vous vous rendez compte un peu du déséquilibre d'investissement financier dans la société en fonction des types de soins. Eh bien, malgré ça, alors ça, la FDA et le MA peuvent donner des AMM avec ces données-là, hein, mais quand, à la Haute Autorité de Santé, on se demande est-ce qu'il faut rembourser ces produits, eh bien, les données qu'on nous propose et qui coûtent des centaines de millions d'euros, on ne sait pas quoi en faire. Pourquoi? Parce que les essais... On a eu un antipsychotique évalué dans le trouble bipolaire de l'adolescent en Inde. Comment voulez-vous transposer une prise en charge du trouble bipolaire de l'adolescent en Inde à la France? Avec 0 données en France. 0. Donc nous payons, via la sécurité sociale, des essais randomisés qui sont faits dans d'autres pays et qui sont faits avec des critères d'efficacité qui ne permettent pas à nos payeurs de décider si on peut rembourser ou non les médicaments. Et tout le monde est au courant de ce problème, c'est un problème. Les firmes pharmaceutiques, les autorités de santé, tout le monde est au courant de ce problème. Donc il y a une véritable crise autour de l'évaluation des médicaments. Et en fait, l'évaluation des soins non conventionnels n'est qu'un stigmate de cette crise. Alors, donc la solution c'est de prendre du recul et de commencer par se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un soin, finalement, que recherchent nos patients? Et les méthodologies, c'est de l'anthropologie médicale, des études qualitatives qui permettent d'étudier le ressenti subjectif. On a parlé de subjectivité, mais nous sommes des sujets pensants, voilà. Donc, il y aura à étudier des choses subjectives par définition, puisque subjectif, ça veut dire qu'il y a à voir avec un sujet pensant.
Donc, il faut des études de sciences humaines et sociales qui ont déserté la recherche biomédicale pour savoir que recherchent nos concitoyens avec des médecines complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aller mieux avec une médecine complémentaire? C'est pas sûr qu'aujourd'hui nous ayons des instruments, qu'une échelle visuelle analogique de mesure de la douleur, ça soit l'instrument qui permette de mesurer la douleur dans le cadre d'une prise en charge de douleur par une médecine complémentaire. C'est pas sûr. Peut-être que c'est autre chose. Donc avant de se lancer dans les essais tout de suite, prenons du recul, posons-nous la question, que recherchent nos concitoyens? Que sont ces soins? Et finalement, comment s'organisent-ils dans nos représentations philosophiques? Une fois qu'on aura fait ça, alors ça sera facile, on pourra faire des essais randomisés, on pourra en faire parce qu'ils permettent de répondre à des questions simples en étant très convaincants, et parfois c'est utile, mais on pourra faire aussi des suivis de cohortes, des registres, etc. Tout est ouvert, mais d'abord il faut se poser les questions de fond. Merci pour votre attention.